Une vidéo spéciale en cette fin d'année, une vidéo en guise de bonus cadeau, où j'aurai le plaisir de vous présenter mon voyage en Inde. Je suis revenu d'Inde il y a quasiment 11 ans jour pour jour, et c'est l'occasion d'une petite rétrospective. Alors c'est pas pour vous partager mes photos de voyage, ni de me faire gonfler l'ego, mais simplement pour expliquer d'où je viens dans ma pratique, dans mes pratiques, puisque c'était plusieurs choses mêlées à ce moment-là de ma vie et qui ont été absolument déterminantes pour tout ce que j'allais faire, que ce soit dans mon parcours de praticien de santé, dans les cours de cuisine, dans les conférences, dans les séances individuelles, mais également dans l'édition et dans tout ce que je mets comme engagement au quotidien dans les différentes pratiques que je peux avoir. Ce voyage en Inde, il intervient dans un contexte déjà particulier, puisque en 2010, j'étais déjà très engagé dans la santé, dans tout ce qui est travail sur le corps, travail aussi au niveau spirituel, puisque j'avais déjà fait plusieurs jeûnes d'une semaine à l'eau. Je mangeais uniquement végétal à l'époque depuis plusieurs mois, plus d'un an même je crois, 2 ans peut-être. J'étais déjà dans l'hygiénisme en lisant Shelton, en lisant Mosseri, en lisant Mérien. Je pratiquais du Wing Chun Kung Fu. Mon professeur Benjamin Bernard à l'époque était aussi spécialiste du yoga du froid, formé par Maurice Debar, donc je faisais du yoga avant chaque séance de Kung Fu, et ça m'a amené à prendre des cours de yoga avec Christine Joningro. En parallèle, je prenais aussi des cours de méditation Shambhala toutes les semaines. Bref, j'avais déjà différentes pratiques qui me structuraient justement. Ma professeure de yoga m'avait conseillé de me perfectionner, j'en faisais tous les jours. Elle m'avait dit si tu as l'occasion d'aller en Inde, n'hésite pas. Et donc il y avait plusieurs faisceaux de possibilités de me rendre en Inde à ce moment-là. Déjà j'avais du temps puisque j'avais été licencié économique. Ensuite j'étais dans une dynamique de voyage parce que cette année 2010 j'avais fait le tour de la presqu'île de Crozon à pied. J'avais été dans les Alpes pendant plusieurs semaines avec un camion pour faire tout un tas de vallées. J'avais été aussi en nomade en itinérance au Maroc pendant 3 semaines à dormir à la Belle Étoile. Et j'avais fini par un séjour en Sardaigne, tout ça en 6 mois. C'était naturellement que je partais en Inde bien préparé, la tête tranquille, le corps prêt, et avec beaucoup de motivation, et j'y allais pas pour voyager, mais pour apprendre, vraiment pour me perfectionner dans la santé naturelle, notamment le yoga, ce qui concernait aussi la nutrition, et puis essayer de voir ce qu'était l'Ayurveda. J'en avais une lointaine connaissance, j'avais acheté 1 ou 2 livres, ça m'intéressait, mais en même temps ça me paraissait très obscur, parce que ça renvoie à une culture qui n'était absolument pas la mienne. Ce voyage arrive aussi à un moment particulier de ma vie où je boucle ma 2e décennie de vie, donc j'arrive à 30 ans, et en fait de 20 à 30 ans j'ai fait 3 choses essentiellement: lire et écrire, écouter de la musique, et puis marcher. Donc c'était ça mon quotidien, j'ai énormément lu. Là vous voyez derrière moi une partie de ma bibliothèque, mais elle est 3-4 fois plus grande. Donc là ce sont uniquement les ouvrages sur la santé naturelle, il n'y a même pas les ouvrages de yoga dedans. Et donc voilà, j'ai lu énormément, j'ai pratiqué beaucoup, j'ai énormément écrit, j'ai énormément fait des synthèses. Donc tout ce que j'ai pu communiquer après, à partir de 2012-2013 de manière publique, ça avait déjà été structuré, forgé entre mes 20 et 30 ans. Je voyais ça comme une extension de tout ce que j'avais appris. Je travaillais beaucoup sur la respiration, notamment le pranayama. J'avais vraiment une grande envie de me perfectionner à ce niveau-là. Je suis parti le plus simplement possible avec un sac à dos, aucune adresse, rien, juste un aller et un retour, et 2 mois et demi au milieu, en sachant que je voulais aller en Népal également pour marcher, parce que c'était une de mes grandes passions à l'époque, et donc ça aurait été dommage de ne pas aller dans l'Himalaya pour voir les magnifiques paysages et puis profiter des sommets, qui sont finalement assez accessibles pour leur hauteur. Et donc je suis arrivé début octobre 2010 à New Delhi sans savoir ce que j'allais faire le soir, donc épuisé après 48 heures passées sans dormir, 6 heures de décalage horaire, et puis un bouleversement climatique, parce qu'on passe du mois d'octobre du Jura jusqu'aux températures très chaudes de Delhi qui étaient à 30-35 degrés. Je décide d'aller à Haridwar, qui est une des 7 villes saintes en Inde. Pourquoi cette destination ? Simplement parce que déjà c'était une ville sainte, et puis qu'il y avait un parcours spirituel à ce moment-là qui m'envoyait vraiment à accentuer. Et puis aussi c'était pour me mettre dans le bain petit à petit, prendre un peu le pouls. Et puis il y avait également le fait que c'était une ville qui était très peu, voire quasiment pas touristique, donc c'était vraiment une ville de pèlerinage pour les hindous, et donc je savais que j'allais pouvoir sentir un petit peu de la manière la plus optimum où allait pouvoir se diriger mon voyage. J'arrive donc à Haridwar en scooter, puisque quelqu'un rencontré dans le bus qui m'amenait de New Delhi m'amène en scooter au centre-ville, et donc là je me retrouve en état de choc.
puisque je suis éclaté par les 48 heures de voyage sans dormir, le décalage horaire, la chaleur, le bruit, l'ambiance, les regards qui se précipitent sur moi parce que je suis le seul blanc à 2 km à la ronde, le souffle lourd parce que c'est une chaleur moite, et puis des scènes assez interpellantes. On a les images d'Épinal de l'Inde grouillantes, bouillonnantes, bruyantes, avec des gens gangréneux à nos pieds, et c'est ça, c'est le cas. Donc moi j'ai été un petit peu en état de stupéfaction d'être projeté là comme ça, et donc il y a quelqu'un qui m'a saisi par l'épaule, qui s'appelait Papou, et qui m'a dit toi tu viens d'arriver, viens avec moi. Et il m'a amené au bord du Gange où en fait son métier c'était de confectionner des colliers de fleurs à destination des pèlerins qui lui achetaient pour les offrir aux Ganges qui passent dans la ville. C'était la meilleure chose que j'ai pu faire, c'est que je me suis posé et j'ai coupé mon mental. J'ai fait des colliers de fleurs, et lui pendant ce temps-là il me prodiguait des bons conseils. En hindi, il m'apprenait les mots essentiels à connaître, il m'a évité bien des galères, et donc pendant la fin d'une après-midi, il a été très prodigue en conseils, et ça m'a beaucoup servi, énormément servi sur tout mon séjour, et puis ça m'a permis de redescendre. J'ai pu trouver un hôtel, et dès le lendemain, je me suis mis à la recherche de ce pourquoi j'étais venu, c'est-à-dire un enseignement sur la santé. Parce que j'avais déjà une vision assez précise de la santé avec l'auto-guérison, puisque j'étais déjà dans l'hygiénisme, je pratiquais le jeûne, l'alimentation, la respiration, l'activité physique, le travail émotionnel aussi, le travail spirituel également, mais il y avait quelque chose que l'Inde proposait, c'était de relier tout ça de manière très cohérente et de manière millénaire avec l'Ayurveda. Et donc je demande des conseils, je vais voir des médecins de rue, parce que là-bas on pratique la médecine comme on vend des épices. Je parle à des gens et on m'oriente vers un Ayurvedic Hospital, qui est un hôpital ayurvédique dans lequel je me rends. J'arrive à rencontrer le superintendant, qui est l'équivalent du directeur, et puis je lui dis que je souhaite apprendre l'Ayurveda et que je cherche un endroit. Il me dit que c'est pas du tout la ville pour, qu'il n'y a pas d'enseignement en Ayurveda. J'insiste sur le fait de dire il n'y a pas des cours dans cet hôpital. Il me dit que ce n'est pas un hôpital universitaire, mais que je peux revenir demain vers 9h30 du matin, puis il me proposera quelque chose. Donc je reviens le lendemain, il me propose de m'enseigner de manière théorique et pratique, en l'échange de la donation de mon choix pour les œuvres de l'hôpital. Donc j'accepte évidemment, tout surpris, et je me dis on commence quand? Il me dit commence tout de suite. Donc j'ai directement le superintendant de l'hôpital qui me donne des cours en Ayurveda, en commençant dès le départ, dès la base. Et là je suis surpris, et en fait c'est des années après que j'ai compris la différence qu'il pouvait y avoir en France. Je me dis, si un Indien débarque en France, va dans une grande ville, tape à la porte d'un hôpital, que le directeur de l'hôpital le prend et lui propose gratuitement de l'enseigner tous les jours pendant 2 heures, je sais pas si ça passerait. Et en fait j'ai pas compris, moi il y avait tellement un décalage culturel, j'étais tellement dans un autre état de conscience presque, que j'ai pas mesuré la chance que j'avais, quelle opportunité c'était. Et ensuite, ce sont des médecins et des chirurgiens qui m'accompagnaient et qui me faisaient visiter l'hôpital. Et donc j'ai découvert les hôpitaux ayurvédiques où il y avait les chirurgiens qui pouvaient pratiquer également les sangsues, les bains de vapeur pour soigner des lombalgies par exemple, puis des bains de vapeur complets pour soigner tout un tas de pathologies. Là j'ai vu sur des psoriasis, sur des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de discopathie lombaire, bref, j'allais de salle en salle, de chambre en chambre de patients, pour observer ce que l'Ayurveda donnait comme résultat, et avec directement des équipes de médecins. Donc c'était incroyable pour moi, j'ai pu prendre les photos que je pouvais, et puis je prenais beaucoup de notes. Alors ces notes, je les ai prises également dans ce carnet de voyage, qui m'a servi tout le long, j'ai tout consigné pendant 2 mois, et je notais intégralement ce qui se passait dans mon quotidien, et puis bien sûr j'avais mes cahiers d'études sur lesquels je consignais tout. Donc tous les matins, à Haridwar, j'allais dans cet hôpital où gratuitement, le superintendant et des médecins différents tous les jours me prenaient en charge. Donc j'avais la théorie et ensuite j'avais la pratique dans l'hôpital et je pouvais observer les résultats. Et là j'ai commencé à me rendre compte que l'individu, à la différence de ce que nous on fait en Occident, on le met au centre
et qu'en fait il y a tout un tas de systèmes de santé qui tournent autour de lui, et que c'est pas le soignant qui est étoilé, qui n'est pas morcelé on va dire avec des spécialistes, mais c'est qu'on a un regard circulaire dès le départ sur lui, et puis surtout que l'indigent, même le pauvre, pouvait être soigné gratuitement, et si on souhaitait des meilleures conditions de soins, eh bien c'est le plus riche qui payait, et puis qui favorisait le plus pauvre, et puis il y avait des donations, etc., etc. Donc ça a été un éveil incroyable à ce que j'appelle aujourd'hui la santé intégrative, ce qui est partagé de manière intégrative, mais que j'ai observé avant d'apprendre de manière théorique. Et puis dans cet hôpital, à un moment donné, on me présente une personne, et il se trouve que c'est, après des discussions, le docteur Upadhyay, donc tout le monde vient dans sa pièce, et moi on me met dans un coin, on me dit il veut vous parler, il va vous parler, et j'attends. J'attends des heures, 2-3 heures, et je vois défiler dans son bureau, donc je suis dans son bureau, mais il ne me parle pas, et je vois des gens qui viennent, qui s'abaissent à ses pieds, qui lui baisent les mains, qui lui caressent les pieds. Je comprends que c'est quelqu'un qui a une figure d'autorité, mais je ne sais toujours pas qui c'est. Il me décroche quelques bouts de phrases, très secs, très durs, un peu austères, et je comprends pas trop, donc c'est dans un anglais avec un accent indien coupé au couteau. Et donc j'attends plusieurs heures dans ce bureau, et je vois un défilé de personnes, et tout le monde lui demande de signer des papiers, lui demande son expertise, et puis après, j'apprends en fait qu'il est chirurgien cardiaque, médecin global, surtout brahman, donc c'est-à-dire il est très très haut dans la caste de la société, une des plus hautes castes, et puis qu'il est très respecté, donc on lui demande son expertise globalement sur l'hôpital dans lequel il intervient bénévolement, donc il multiplie plusieurs casquettes, il est chirurgien cardiaque, c'est également un auteur, un conférencier international, et il a écrit un ouvrage qui s'appelle The Art of Pulse, donc l'art des pulsations, c'est-à-dire les prises de pouls en Ayurveda pour déterminer des diagnostics différents selon les organes, selon les tempéraments. Et puis il est également professeur de philosophie, il enseigne également le pranayama, et puis il a d'autres fonctions qu'il m'expliquera plus tard, parce qu'il m'invite, après m'avoir questionné longuement, dans son ashram, c'est-à-dire un centre spirituel très grand, immense, au bord du Gange, où il enseigne et où il est responsable des préparations magistrales des plantes ayurvédiques. Il y a 200 plantes qui sont cultivées dans cet ashram-là, à partir desquelles il prépare des remèdes et des potions selon les recettes millénaires de l'Ayurveda. Donc il est à la fois chirurgien cardiaque, il est spécialiste en Inde de la prise des pouls et des diagnostics en Ayurveda, préparation magistrale de plantes, il enseigne aussi le pranayama en tant que technique respiratoire, donc chose qui m'intéressait énormément à l'époque, ce pourquoi j'étais venu. Et puis, il est également professeur de philosophie. Donc, nous passons plusieurs heures de cette première journée à échanger ensemble. Il me propose de loger à l'ashram et puis de m'enseigner, si je le souhaite, après m'avoir longuement questionné. Il me propose, il me dit, si tu veux apprendre l'Ayurveda, c'est entre 12 et 15 ans. Je lui dis que non. Et il me dit, par contre, je veux bien être ton professeur de philosophie pour qu'on échange sur ce que c'est que la réalité, qu'est-ce que c'est que l'illusion, qu'est-ce que c'est que la dualité, qu'est-ce que c'est que le rapport au vivant, donc plutôt quelque chose en direction de la sagesse, entre la philosophie et la spiritualité, donc ça me va très bien parce que c'est ce qui était au cœur de mes lectures. Donc on reste très proche et tous les jours, j'ai un enseignement double, à la fois de manière très concrète à l'hôpital ayurvédique, où je reçois des enseignements théoriques de la part du superintendant, et ensuite de manière pratique avec les médecins qui m'accompagnent et qui me montrent dans l'hôpital, et puis un enseignement plus subtil, et sur la spiritualité, tout ça plusieurs heures par jour, et ça à partir du 2e jour de ma présence en Inde, de manière aussi fluide que surprenante. Ce qui me surprend aussi, c'est que dans cet ashram, des milliers de personnes peuvent être accueillies, donc l'ashram est autonome pour produire de la nourriture pour 500 personnes, il y a une fabrique de vêtements, il y a une fonderie, il y a une énorme pharmacie, il y a un endroit où on prépare les plantes médicinales, bref, tout est autonome, et ce qui me surprend aussi, c'est que dans certains lieux de prière, on voit des portraits de Jésus. Et donc moi je trouve ça questionnant, puis là les gens me disent, en fait, d'où que tu viennes, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta foi et ta spiritualité, nous ce qui nous intéresse c'est de travailler sur l'humain, à l'intérieur de l'humain, et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur quand il manifeste sa foi. Et donc tout de suite ça m'interpelle, évidemment on est loin du dogmatisme qui souvent sépare les cultures, les peuples et les traditions, et ça me plaît, donc je décide de rester dans cet endroit-là parce que j'y reçois un superbe enseignement, que le cadre est très protégé, l'Inde est très bruyante, très chaude, et là il n'y a aucun bruit, il n'y a aucune pollution, on est au bord du Gange, c'est très propre, parce qu'il y a beaucoup de dévots qui s'occupent de l'entretien, donc c'est comme un endroit à part, mais globalement les ashrams, les temples, où qu'on aille dans le monde, sont toujours entretenus avec soin, donc je reste là. J'ai ma chambre d'études dans laquelle il y a un lit, un bureau et des livres, point, c'est extrêmement spartiate. Cet aspect spartiate, d'ascèse presque, il convient à tous, et je me rends compte que cette ascèse, le docteur Upadhyay baigne dedans,
Malgré le fait que ce soit quelqu'un de connu nationalement, qui aille partout dans le monde enseigner, notamment au Mexique, eh bien au final il vit dans le même type de chambre que moi, sauf que lui il n'a pas un lit mais deux, mais sur ce deuxième lit, il n'y a que des livres. Et j'allais souvent dans sa chambre le soir, et c'est pas qu'il dormait à côté des livres, c'est qu'il dormait dans les livres. C'est-à-dire que sur son lit principal, la moitié de l'espace est occupé par des livres, et il dormait contre, et les livres lui tombaient dessus. C'était quelqu'un qui ne cessait d'apprendre, et donc même à 75 ans, eh bien, il se disait encore étudiant. Et donc moi ça m'a frappé, cette volonté d'apprendre toujours, et quand j'échangeais avec lui, il m'écoutait autant que je l'écoutais. Il y avait vraiment une envie de fusionner dans la tête de l'autre, et puis de sentir où on est pour apprendre, mais également pour transmettre. Ça a vraiment été une rencontre marquante, le docteur Upadhyay, parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment pris sous son aile, qui m'a présenté beaucoup de personnes différentes, qui m'a présenté beaucoup de concepts, qui m'a initié à beaucoup de choses. Les techniques respiratoires, des techniques méditatives, le savoir des plantes, m'a beaucoup transmis. Pas trop sur la nutrition, pas du tout même sur la nutrition, mais c'était plutôt sur l'aspect philosophie, sagesse, et puis positionnement par rapport au regard de l'individu, et ça m'a énormément nourri et marqué. Ça a été assez décisif dans mon parcours de remettre l'individu au centre de tout, et puis cette distinction entre la perception, le réel, l'illusion, et puis qu'est-ce qui est juste avec un J majuscule. Donc c'était plutôt un enseignement sur la subtilité des choses que sur l'aspect concret que là j'allais pouvoir trouver à un autre endroit. Alors en dehors de ces études avec lui, j'essayais de me déplacer un petit peu dans la ville, et je m'étais renseigné pour voir qu'il y avait un énorme hôpital ayurvédique, un centre Patanjali, fondé par Baba Ramdev, qui est un gourou, entre guillemets, énormément populaire en Inde. Et là j'avais vu un hôpital et un centre universitaire somptueux, majestueux, en marbre, immense, où il y avait des étudiants très jeunes qui venaient apprendre. Moi j'ai pu suivre quelques cursus en Ayurveda, mais très introductif, parce que sinon c'était des enseignements entre 2 et 7 ans minimum, mais ça m'a permis de me rendre compte à quel point l'Ayurveda, cette science millénaire, est complètement institutionnalisée et greffée dos à dos aux médecins, aux chirurgiens, à la médecine allopathique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction. Ce que je voyais la journée dans l'hôpital, c'est-à-dire le fait d'être cerveau droit, cerveau gauche, et puis que l'Ayurveda, la médecine académique, étaient les deux faces d'une même pièce, et je le voyais aussi dans le côté universitaire, où les mêmes moyens étaient donnés au centre d'enseignement, il y avait le même respect et la même qualité qui était donnée à la transmission. Au bout d'un certain temps, le docteur Upadhyay m'a dit « il faut que tu ailles te perfectionner sur le yoga et les techniques de pranayama, donc va à Rishikesh qui est à 1 heure d'ici, et tu trouveras différents centres. » Mais pour l'autant, il ne me donne pas d'adresse, donc je pars en bus, je galère un petit peu. Alors je trouve très rapidement un ashram, le Vedniketam Ashram, qui est au bout de la ville, ou vraiment dans un coin tranquille. Pour la petite anecdote, c'est un ashram qui est pas très loin de celui que les Beatles avaient choisi pour venir faire leur méditation transcendantale et puis composer je ne sais quel album, qui est aujourd'hui à l'abandon dans la jungle. Mais le Vedniketam Ashram, c'était vraiment au bout du bout, au bord du Gange. On a juste à sortir pour être dans le Gange. Extrêmement simple, très vétuste, très vieux, très malodorant, très poussiéreux, très rouillé. Mais pour autant, j'y étais très bien. C'était... je crois, je payais $1 la journée, une chambre très spartiate aussi, où j'avais même pas de bureau, mais par contre je pouvais étudier, je pouvais écrire, c'était un super endroit où j'avais l'opportunité de me perfectionner, notamment au niveau du pranayama, avec Sansri Hari, qui était un spécialiste du pranayama, voilà, où là j'ai plusieurs de ses ouvrages, et donc tous les matins à 7h30, je pouvais me perfectionner avec lui pendant 1 heure, 1 heure et demie, tout en pratiquant le yoga dans la matinée ou dans l'après-midi. Là, c'était plutôt, on va dire, sur les asanas, des différentes postures. Ça, c'était pour le début de matinée, et après, je faisais plutôt des postures, des cours de yoga avec des postures, des asanas. Voilà, ça c'était un de mes livres références, ceux qui connaissent le yoga. Voilà, je l'ai beaucoup étudié à l'époque, et donc j'associais le pranayama, les techniques respiratoires, avec les postures de yoga dans la journée, tout en continuant à me perfectionner dans l'Ayurveda. Dans cet ashram, j'ai rencontré une Taïwanaise, professeure de yoga, qui était en Inde depuis plusieurs années, et pour l'information, je suis toujours resté en lien avec elle, au point que 6 ans après, en 2016, j'ai donné une conférence à Taichung, une grande ville à Taïwan, que j'ai donnée en anglais, traduite en mandarin. Si ça vous amuse, vous pouvez l'écouter sur ma chaîne YouTube ou regarder sur les archives de 2016. C'était sur la santé holistique, justement. J'intégrais toute cette notion intégrative de la santé. Et donc mon rythme dans cet ashram, c'était de me réveiller à 4h du matin, quand il y avait les chants dans un ashram voisin,
de méditer pendant une vingtaine de minutes à la bougie. Ensuite, je me relevais à 6h30, je faisais mes exercices de pranayama et ensuite j'allais faire du yoga, du pranayama yoga à 7h30 et ensuite j'enchaînais sur des cours de yoga. Et l'après-midi, j'étudiais, puis j'allais me balader un peu et le soir, je réétudiais un petit peu. Puis j'essayais de rencontrer des personnes, mais j'avais quelque chose de très rigide. Je m'imposais une grande discipline, parce que Rishikesh, c'est la ville business du yoga et on peut vraiment s'y perdre. Moi, j'ai vu beaucoup de changements déjà en 3 mois. Et là, aujourd'hui, 11 ans après, c'est une ville où, donc dans les villes saintes, c'est végétarien. Il n'y a pas d'alcool. Et aujourd'hui, on arrive à trouver de l'alcool, on arrive à trouver de la viande, on arrive à trouver de la drogue. Et puis, les ashrams ont été rachetés, il y a eu des fonds étrangers qui sont arrivés dedans, et c'est du vrai business. Pour la petite anecdote, je suis resté un bon mois dans cet ashram. Je suis parti au Népal pendant 2 semaines, et en revenant, ils avaient fait une salle internet, qu'avec des ordis en réseau, un cybercafé comme on dit, et donc c'était un truc hallucinant, et donc j'ai vu cette évolution il y a 11 ans, et donc je sais que pour des amis me racontent quand ils y retournent que c'est un truc dingue, c'est un temple de la consommation, et c'est très dur de trouver des bonnes infos, et moi j'ai énormément galéré, j'ai rencontré beaucoup de médecins, beaucoup de praticiens en Ayurveda, et il y en a très peu qui m'ont satisfait. Dans cette ville, j'ai également rencontré Ganesha, qui est un brahman également, qui avait un petit boui-boui en tôle au bord du Gange, qui était détruit à peu près tous les 2-3 ans à chaque crue, et qui donnait des cours de cuisine, qui faisait restaurant, et il avait la particularité d'être tibétain et chinois de père et de mère. Son père était spécialiste des plantes médicinales tibétaines, et sa mère connaissait la santé, mais il y avait aussi dans sa famille des hindous, parce qu'elle était brahmane, il avait un très très grand savoir. J'étais très ami avec lui. On échangeait sur les tempéraments ayurvédiques. Il me formait aussi beaucoup en alimentation, donc j'ai pris énormément de cours de cuisine avec lui, mais spécialisé sur les doshas, c'est-à-dire que c'était la cuisine selon les tempéraments ayurvédiques. Il m'apprenait également des mantras, des méditations, et puis tout un tas d'aspects sur la philosophie de vie, c'était assez large. Je vais vous raconter une petite anecdote pour bien comprendre la différence d'état d'esprit entre l'occidental moyen que je représentais, et puis l'Indien bien enraciné dans sa culture. Il m'expliquait que tous les 2-3 ans, il devait reconstruire son restaurant, qui était en fait des poteaux en bois avec des tôles, et il y avait une tente, et il dormait dehors au sol. Je lui disais, mais pourquoi tu fais pas ton restaurant en matière plus solide, ou alors est-ce que tu le recules pas un peu plus dans la jungle pour pas qu'il soit défait? Et il m'a répondu avec un large de sourire, en gros, est-ce que tu crois que je suis stupide? Et puis c'est là que je dois être. Si c'est détruit, c'est que ça doit être détruit, mais je peux le reconstruire. Donc ça, c'est pour montrer le côté de l'impermanence des choses qui est complètement décorrélé de ma pensée occidentale très cartésienne. Pendant mon passage à Rishikesh, j'en ai aussi profité pour voyager 3 autres semaines. Donc j'ai passé 2 semaines au Népal, dans l'Annapurna, jusqu'au Machapuchare. Et puis quand je suis revenu, je suis passé par Varanasi, enseignement Bénarès, où là c'était une autre ville sainte, un endroit où il y a des crémations très particulières. Moi j'ai trouvé aussi sombre que lumineuse, c'est-à-dire vous avez les vendeurs d'opium tout près des crémations, avec une spiritualité très puissante au bord du Gange. Ça m'a beaucoup déstabilisé, ça a été très éprouvant physiquement, notamment au niveau respiratoire. Il y a beaucoup de miasmes, beaucoup de pollution, beaucoup de merde dans les rues, beaucoup de bruit, et moi j'ai besoin de beaucoup de silence, beaucoup de solitude, et là c'était tout l'inverse, donc ça a été éprouvant. Je sentais que j'étais complètement bas, et donc j'étais avec un ami, et il m'a dit viens, on va au Taj Mahal. Moi c'était absolument pas mon truc, mais je me dis voilà, j'accompagne, c'est l'occasion de voir l'image d'Épinal de l'Inde, et puis ça me faisait plaisir de passer du temps avec lui. Pour l'anecdote, c'était mon voisin du temps où j'habitais à Montréal quelques années auparavant. On visite et on se fait empoisonner, entre guillemets, ce qui consiste généralement à mettre de la fiente de poule dans du jus d'orange. Lui finit aux urgences avec une perfusion d'antibiotiques. Et moi, j'essaye d'être en mode warrior en me disant non, ça va aller, sauf que le lendemain, je dérouille mais mal, et on met 4 jours à arriver à prendre le train. On était vraiment HS, à vomir, à avoir de la diarrhée, à être extrêmement mal en point.
alors que moi j'étais déjà à me brosser les dents et à boire un petit peu l'eau du robinet, donc j'étais bien habitué, mais là c'était vraiment costaud, sévère. Je raconterai ça dans une autre vidéo, cette expérience-là, parce qu'elle a été aussi fondatrice dans mon approche de la santé. Là ça prendrait beaucoup de temps cette anecdote. D'ici peu je vais vous la raconter parce que ça a façonné ma réflexion tout autant que ma connaissance sur l'écosystème intestinal. Bref, on rentre, je suis un peu en vrac déjà à Ridoire. Je retrouve le docteur Upadei qui me recommande certains remèdes, vu qu'il est médecin, mais on fait des analyses de sel, de sang, d'urine, etc. Donc j'ai plein d'amis partout, j'ai plein de parasites, Escherichia E. coli dans tous les sens, enfin c'est pléthore, j'ai un ventre de femme enceinte, tout va bien. Moi je suis en dualité, en dichotomie, parce que lui il me dit, alors qu'il me fait des préparations magistrales, bah là ce serait bien que tu ailles plus loin à l'hôpital pour faire telle analyse, puis moi je dis bah non, en fait j'ai fait 6000 km pour être dans la santé naturelle, qu'est-ce que vous me racontez? Puis il me dit non, là t'es dans la dualité, il y a autre chose. Moi je suis encore jeune, foufou, et je suis un peu manichéen, et donc voilà, mais ça pareil je développerai parce que c'est vraiment hyper important et que j'ai mis 6 mois à comprendre ce qu'il m'a dit. C'est en France, en ayant longuement maturé et éprouvé mon corps et mes réflexions et mon esprit, que j'ai réussi à me positionner, et ça a mis plusieurs années à toucher l'essence de ce qu'il essayait de me donner. Des fois les mots ont la même sonorité, des fois les mots écrits à la virgule près renvoient au même texte, mais ils changent. Et c'est pas les mots qui changent, c'est notre perception des choses. Et donc aujourd'hui, avec le recul, je sais ce qu'il a voulu me transmettre, mais je pouvais pas le prendre à l'époque, j'étais pas assez mûr. Par contre, ce qui était mûr, c'était mon environnement bactérien qui était florissant en mauvaises bactéries, entre guillemets mauvaises, et que ça m'a poussé à étudier encore plus le tempérament, l'ayurveda, etc. Donc je suis retourné à Rishikesh, j'ai encore plus approfondi la diététique, et là je me suis vraiment formé à la cuisine, avec Ganesh, aux plantes également, de manière opportuniste pour soigner mes intestins, et donc j'ai creusé. Et puis j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui était spécialiste du jeûne, qui s'appelle Slimy. Alors Slimy, j'ai son livre qui est ici, alors c'est écrit en français, To Bib or Not To Bib, parce qu'il est suisseau-italien. Il était venu dans les années 70 se finir à l'héroïne à Katmandou, comme bon nombre de jeunes perdus occidentaux, et puis il a été secouru par des médecins tibétains qui l'ont soigné avec les plantes, et il s'est dit si je m'en sors, eh bien, je consacre ma vie à la santé. Et c'est ce qu'il a fait. Il avait une santé rayonnante 40 ans après, donc à plus de 65 ans, marchait pieds nus en Inde, à boire l'eau du robinet, bref, c'était assez incroyable, et donc ça m'a donné envie d'échanger avec lui, donc nous échangions également longuement, et il jeûnait beaucoup, et il faisait jeûner beaucoup de personnes, donc ça m'a donné une vision complémentaire du jeûne hygiéniste auquel je me formais mais de manière théorique et que je pratiquais moi de manière tout à fait solitaire plusieurs semaines par an. Donc j'ai abordé avec lui la réflexologie, le jeûne, l'argile, les bains de siège, la respiration, le yoga, mais également des préparations comme le kombucha, le kéfir. Il faisait importer également de la spiruline, donc on a échangé sur la spiruline également. Et donc ça a été un enseignement aussi très riche de sa part qui était plutôt pratique que théorique, et donc là ça me baignait vraiment au cœur des consultations qu'il pouvait donner, parce qu'il était dans le concret, c'était un homme de concret, et puis lui il avait éprouvé son corps, et il était parti d'un corps complètement dégénéré pour augmenter sa santé au fil des décennies, et ça se voyait, c'était le meilleur exemple pour moi de m'imprégner de son enseignement. Donc voilà, j'avais une formation qui était multiple sur place, j'étudiais beaucoup, je rencontrais beaucoup de personnes et j'étais surtout dans la pratique, et c'était ça qui m'intéressait. Je rencontrais beaucoup d'étudiants également, de médecins, de praticiens de tous bords, mais également de chercheurs et de praticiens qui venaient de l'étranger pour se perfectionner ou simplement prendre du bon temps en Inde, et donc j'ai vraiment façonné ma culture du soin là-bas, et c'est là que j'ai catalysé cette notion de santé intégrative très forte, parce que je l'apprenais et je la voyais se pratiquer. Je me suis acheté énormément de livres, comme je vous l'ai dit, il y en a derrière moi. Je me suis expédié à peu près 30 kilos de livres pour pouvoir les étudier ensuite, et ils me servent encore. Aujourd'hui, je m'y replonge avec un œil nouveau, des fois pour me rappeler un petit peu ce que j'ai pu retenir de ces enseignements. Cet enseignement, justement, il a été triple au niveau du bilan. Il y a eu un enseignement au niveau de la tête, parce que j'ai été enseigné au niveau de l'Ayurveda, j'ai pu être imprégné de philosophie grâce au docteur Upadei, j'ai pu voir dans des hôpitaux comment on pratiquait, donc j'avais un enseignement très cérébral, j'avais un enseignement aussi au niveau du corps, donc avec le yoga, avec les cours de cuisine, et puis j'avais un enseignement avec un socle au niveau de l'esprit, via la méditation, la vie en ashram, et puis toutes les causeries spirituelles que je pouvais avoir avec le docteur Upadei ou Ganesh.
Donc il y a vraiment des personnes qui m'ont marqué durant ce séjour en Inde, qui ont façonné ma réflexion, avec qui je suivais un enseignement régulier, quotidien. Des fois je partais, des fois je revenais, j'enrichissais mon savoir, je revenais vers eux avec des questions, je comprenais, après je me perdais, enfin bref, c'était très très riche. Et puis surtout, je pouvais me confronter à différentes approches, différentes pratiques, et ça m'a vraiment stimulé. Des fois c'était déroutant, souvent c'était bousculant, mais positivement, dans le sens où ça me renvoyait à mes limites au niveau occidental. À la fin, j'ai été pris par un dilemme, parce que le docteur Ompadini m'a dit « Reste, je continue de t'enseigner, notamment au niveau des préparations magistrales en Ayurveda. Reste avec moi tous les jours, pendant 8 heures, je te formerai à la confection, préparation de plantes ayurvédiques, à la connaissance des plantes, et puis on essaiera de faire quelque chose. » J'avais contacté à l'époque un ami qui était en Inde très régulièrement, puis également Rodolphe Millat, qui est un très grand yogi français. Il me disait « Fonce, c'est une opportunité unique, tu peux pas passer à côté ». Et puis en m'écoutant, après quand même plusieurs jours de doute très inconfortables, j'ai décidé de refuser. Pour moi, ma place, elle était en France, et que ma culture, elle n'était pas indienne, et que c'était difficile pour moi de recevoir un savoir millénaire dans lequel je baignais simplement depuis quelques semaines, et 3 mois ne suffiraient pas à pouvoir le comprendre. Je pourrais faire le perroquet, mais je pourrais difficilement le vivre et l'incarner. Par contre, en rentrant en France, j'ai gardé 2 choses essentielles. La première, c'est les doshas, les tempéraments, puis avec les cours de cuisine que j'ai eus directement par Ganesh, selon les tempéraments plus l'enseignement de l'Ayurveda théorique et pratique, je me suis intéressé à la naturopathie orthodoxe, donc c'est-à-dire avec les tempéraments hippocratiques, et je me suis dit, voilà, il manque une béquille dans l'hygiénisme, c'est la connaissance des tempéraments qui n'est pas abordée, et ça m'a passionné. Donc c'est-à-dire l'anamnèse, l'écoute, l'observation, la morphopsychologie, de comprendre les groupes sanguins, de comprendre tout un tas de choses, et j'ai creusé. Maladivement, c'est devenu quelque chose d'assez obsessionnel encore maintenant, de comprendre les tempéraments, la structure d'un individu qui est propre, et de le mettre au centre de la pratique. Donc l'Ayurveda m'a amené ça m'a donné vraiment cette médecine de terrain qui est propre à l'Ayurveda, et de soigner avec pas grand-chose, parce que quand je voyais les médecins indiens à même la rue, soigner l'indigent en prenant quelques poudres de plantes et puis faire des diagnostics éclairs et que ça marchait parce que les gens revenaient, même moi je l'ai vu sur des troubles respiratoires ou digestifs. La leçon que m'a donné ce voyage en Inde, c'est aussi de ne pas avoir une vision manichéenne. Bon, là c'est tout le travail au niveau de l'esprit, au niveau de la spiritualité, du détachement vis-à-vis de la méditation, et de se dire c'est pas bien, c'est pas mal. De manière très simple, je dirais très simpliste, on entend la médecine naturelle, la médecine complémentaire c'est bien, gentil. Et puis la médecine allopathique moderne, la chirurgie, c'est mal, méchant. Non, c'est faux. Qu'est-ce que vous allez faire avec une fracture ouverte? Qu'est-ce que vous allez faire avec une infection du sang? Qu'est-ce que vous allez faire avec une perforation organique? Vous ferez de la chirurgie, vous ferez de l'anesthésie, vous ferez de la réanimation, et tant mieux. C'est pour ça que dans mon discours, il y a beaucoup de ça dépend, de oui mais, de main tendue, de volonté d'être dans la santé intégrative, de rencontres avec les soignants. Dans mon film Le Jeune à la croisée des chemins, j'ai interviewé des médecins, des chirurgiens, des doyens de faculté de médecine, des biologistes. Parce qu'en fait, le but, c'est au nom de quoi est la personne. Elle cherche à travailler quoi? Elle est au service de l'humain, ou elle est au service d'un dogme, ou elle est à son propre service égotique? Eh bien ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et donc voilà pourquoi je collabore avec beaucoup de médecins, de praticiens de tous bords, et qu'aujourd'hui, à travers ma maison d'édition, à travers ce que je fais, les conférences ou les documentaires que je diffuse, eh bien le but, c'est de faire parler des médecines, et non pas une médecine, ou s'il y a une médecine qui doit se dégager, c'est la médecine intégrative. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis des années. Voilà pourquoi je me suis formé à l'Ayurveda, mais aussi à la médecine traditionnelle chinoise, aux ventouses, aux thérapies manuelles, aux préparations de plantes. Quand bien même je suis resté centré sur l'hygiénisme, je sais que ce sont des techniques, il n'y a pas de technique ou d'outils en hygiénisme. Je suis curieux, et je vais là où mon esprit est stimulé, et plus que des pratiques, vers des praticiens, des pédagogues, des gens qui sont dans leur pratique, et j'adore ça. J'adore apprendre en théorie, j'adore apprendre en pratique, quand bien même je ne la mettrai pas en application, mais au moins j'ai une perception du vivant qui évolue, qui s'agrège, qui se concatène, et qui me permettent d'avoir un regard le plus circulaire possible, et le moins dogmatique évidemment. Aujourd'hui, c'est ce dogmatisme qui nous met les uns les autres en opposition, et jamais en chemin de concorde, et c'est ce que je souhaite faire, c'est ma plus grande ambition, et donc cette vidéo c'était d'expliquer d'où je viens, pourquoi certains mots ont une résonance spécifique, et c'est rarement gratuitement que je m'exprime, ça s'appuie toujours sur du réel. Au-delà de ça, je vous invite à avoir l'esprit le plus ouvert possible, à vous intéresser au plus de pratiques possibles, que ce soit l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise,
l'hypnose, la sophrologie, la méditation, les techniques de développement personnel, la médecine allopathique, bref, l'anatomie et la physiologie, tout ce qui peut constituer un individu, ce sont autant de portes d'entrée opportunistes qu'il faut saisir pour essayer de creuser, parce que nous apprenons continuellement et nous forgeons notre regard, notre esprit critique, notre connaissance, et nous nous détachons de plus en plus des certitudes, et le doute est quelque chose qui est sain de cultiver. Je pense que la médecine de demain, la santé intégrative, elle repose sur les limites de compétences, et puis de tendre la main à l'autre, et pour tendre la main à l'autre, eh bien il faut connaître sa pratique, il faut connaître sa personnalité et son humanité. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller vers d'autres horizons, plus loin que ceux que vous pouvez découvrir au quotidien.